Genève, ce n'est pas qu'un jet d'eau, le siège d'institutions internationales et de quelques banques. C'est un des territoires les plus dynamiques d'Europe et les échos de son développement dépassent largement le canton. L'agglomération compte plus d'1 million d'habitants et les tensions métropolitaines sont exacerbées par la frontière avec des emplois qui se concentrent dans le canton de Genève et les logements en France. Le besoin de structurer le territoire ne date pas d'hier et la collaboration transfrontalière a abouti à un projet d'agglomération au milieu des années 2000. Cette collaboration singulière porte désormais le nom de Grand Genève et couvre plus de 200 communes et 2 000 km² entre la Suisse et la France. Une nouvelle étape s'engage avec l'élaboration de la Vision territoriale transfrontalière 2050. Ce n'est pas un document réglementaire, mais un processus de dialogue qui doit permettre de fixer un cap commun. Les territoires impliqués prendront ensuite le soin de le traduire dans leurs documents réglementaires. Au vu de l'ampleur des enjeux de transition, c'est un renouvellement complet de la stratégie qui s'engage, avec comme donnée d'entrée l'arrivée attendue de 300 à 400 000 habitants et habitantes en plus d'ici 2050. Mais les documents de travail, comme les échanges, témoignent d'un changement d'époque, car il n'y a pas que la jeune génération qui vit l'angoisse des lendemains qui ne chantent plus. Il la partage aussi avec celles et ceux qui fréquentent le temps long. Eux aussi sont pris de vertige. Car les études qui structurent le dialogue montrent bien les limites du modèle du développement adopté par le territoire depuis quelques décennies. En fait, il est confronté à deux impasses. La consommation de sol induite par l'étalement de la ville, et puis le panache d'émissions de CO2 des mobilités automobiles. Les documents d'urbanisme concentrent aujourd'hui les capacités d'accueil dans les territoires français les plus ruraux, où l'offre de logement est distante des services comme des transports en commun. C'est donc à une accélération de l'étalement urbain et une intensification de l'usage de la voiture que l'on risque d'assister s'il n'y a pas changement de cap. Le succès du Léman Express, ce RER transfrontalier ouvert il y a 3 ans, a ouvert de nouvelles perspectives, mais le territoire est toujours dépendant de la voiture individuelle, qui génère l'essentiel des émissions de la mobilité terrestre. Seule une réduction drastique du parc et des kilomètres parcourus pourrait permettre de décarboner les mobilités du quotidien. La voiture zéro émission n'étant pas près de voir le jour. Difficile d'imaginer dans ces conditions l'accueil de 3 à 400 000 habitants d'ici le milieu du siècle sans accélérer l'étalement urbain générateur de mobilité carbonée. Ce qui est initialement une donnée d'entrée que la réflexion prospective doit intégrer pourrait devenir donc une variable à interroger. Pour le Grand Genève, cela nécessite de dénouer des questions complexes. La croissance démographique est-elle écrite, possible, souhaitée ou même souhaitable? Comment arrêter à court terme les développements urbains et les investissements dans des infrastructures qui accentuent les vulnérabilités du territoire à la dépendance automobile? Comment inverser radicalement la tendance et concentrer le développement urbain le long du rail? Le Grand Genève est un territoire soumis à une pression plus intense que d'autres. Mais les questions qui se posent aujourd'hui vont donner le vertige à beaucoup d'autres. Nous échangeons aujourd'hui avec Mathieu Petite, qui est adjoint de l'urbanisme cantonal du canton de Genève. N'hésitez pas à retrouver toutes nos publications sur dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public n'a peut-être oublié voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Mathieu Petite, bonjour. Bonjour.
Mathieu, tu es adjoint de l'urbaniste cantonal du canton de Genève et tu travailles notamment sur la démarche de vision territoriale transfrontalière du Grand Genève. Alors peut-être qu'il faut commencer par ça. Tout le monde connaît Genève, voit où est Genève. On a tous des images en tête, mais pour autant, le Grand Genève, qu'est-ce que c'est? Alors, le Grand Genève, c'est à la fois une région enfin, constituée parce que c'est un bassin de vie à quelque part autour du ce qu'on peut qualifier de métropole autour de Genève, hein, donc qui étend son influence assez loin dans les territoires des départements de Haute-Savoie et de l'Ain. Donc c'est un territoire transfrontalier déjà, ce qui est déjà une première des particularités. Euh, et puis, c'est aussi une institution, à quelque part, parce qu'on a aujourd'hui une gouvernance qui fait qu'on a le Grand Genève existe institutionnellement via ce qu'on appelle un groupement local de coopération transfrontalière, donc ce qui permet d'impulser des projets, de coordonner des projets. Et puis, c'est aussi le lieu où dans lequel se passe la coopération transfrontalière de manière très claire en termes d'aménagement du territoire, mais pas seulement, en termes aussi sur d'autres domaines. Mais c'est vrai que l'aménagement du territoire, c'est peut-être le domaine dans lequel il y a la plus de collaboration aujourd'hui entre les territoires suisses et les territoires français en l'occurrence. Donc on est à la fois sur une aire urbaine, hein, en tout cas un territoire dynamique et une métropole au sens premier du terme, avec un cœur parfaitement identifié qu'est Genève. Des effets qui dépassent largement les frontières suisses, hein, qui débordent les frontières suisses avec évidemment ces mouvements transfrontaliers qu'on a tous en tête et des impacts notamment sur l'aménagement du territoire du côté français, mais pas seulement. C'est aussi un territoire qui a connu des dynamiques extrêmement importantes, au-delà d'avoir un statut de métropole et un rayonnement transfrontalier. C'est un territoire de croissance. Alors passé, mais aussi futur, attendu. Enfin, c'est la question est bel et bien comment gérer la croissance. C'est quoi les chiffres pour donner un ordre d'idée en termes d'accueil de population, par exemple, qui sont attendus dans les prochaines années? Alors oui, bon, c'est un territoire qui a toujours été considéré comme l'un des plus dynamiques, effectivement, en Europe. Donc ça, c'est clair que c'est des chiffres qu'on a. Après, sur les projections démographiques, parce qu'on a des projections démographiques d'ici 2050 où on est entre 300 et 400 000 habitants de plus projetés pour 2050, selon évidemment des courbes de croissance qui sont dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'on a une forme d'incertitude aussi de savoir si la croissance économique, qui est quand même le moteur de ce territoire, la création d'emplois qui fait qu'on a du coup de l'arrivée de la population, mais on est effectivement sur ces chiffres de 300 à 400 000 d'ici 2050 sur l'ensemble du territoire du Grand Genève. Pour une population aujourd'hui, donc Grand Genève, hein, d'un peu plus d'1 million d'habitants. Hein, donc c'est ça, 1 million d'habitants, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. On est en train de parler d'une croissance de 30 à 40% dans les 30 prochaines années. Hein, donc, oui, exactement. Donc pas un petit sujet. Non, c'est un grand sujet. Ouais. Et il se trouve que c'est pas non plus une grande plaine. Hein. On est dans les Alpes. On a aussi une géographie qui impose un certain nombre de contraintes. Alors, la nécessité de gérer, de se donner une vision commune, elle est pas toute récente en fait. Hein. Il y a déjà une histoire de collaboration qui est relativement ancienne. Alors, collaboration, on l'a peut-être pas insisté là-dessus, mais qui est à la fois entre des États, mais aussi entre des collectivités locales, voire même essentiellement entre les collectivités locales. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la montée en puissance de la coopération territoriale? Oui, alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'ai pas dit, c'est que ce groupement local de coopération transfrontalière, c'est 2 pays, c'est 2 cantons, c'est 2 départements, c'est une région de 109 communes, donc c'est tous ces partenaires-là. Après, c'est vrai que c'est une coopération qui est relativement ancienne, hein, qui se base notamment sur la compensation financière liées aux impôts, hein, donc ça date déjà des années 70, hein,
avec la question des impôts, de la rétrocession d'une partie des impôts qui sont perçus à la source par le canton de Genève et la Suisse à l'État français et la redistribution après aux collectivités locales françaises. Donc c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, qu'on commence à se dire qu'il faut collaborer, qu'on a un territoire commun, on a un bassin de vie, on a effectivement aussi beaucoup de travailleurs transfrontaliers qui viennent travailler à Genève, donc forcément on a un destin commun et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a les premières réflexions sur la collaboration se prennent jusqu'à ce que effectivement après qu'ils montent vraiment beaucoup en puissance. Alors, je sais pas si on peut parler maintenant des projets d'agglomération, mais il y a aussi un grand tournant en fait dans les années 2000. Enfin, peut-être qu'on peut en parler effectivement après, mais Non, mais allons-y, voilà, allons-y. En donc, effet, ouais, enfin, cette ouais, collaboration, on au-delà peut du aller. fiscal, Oui, elle avance sur nos sujets, pour ouais. le coup, qui sont plutôt Alors, les je pense sujets de que ouais, l'urbanisme. oui, il y a eu un grand tournant. Alors, d'une part, bon, il y a eu peut-être aussi les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne qui fait qu'on a eu aussi une explosion du nombre de travailleurs frontaliers. Donc ça, c'est tout à fait évident. Et c'est à peu près la même période, je dirais, au milieu des années 2000 ou juste un peu avant, au début des années 2000, qu'on a un instrument qui a été mis en place au niveau de la Confédération suisse qui s'appelle les projets d'agglomération, qui sont des programmes de financement d'infrastructures de transport au départ. Hein. C'est surtout d'ailleurs pour régler la question du trafic dans les agglomérations suisses. Et évidemment, Genève a été considérée comme une agglomération et une des spécificités de l'agglomération, c'est d'être une agglomération transfrontalière, c'est-à-dire que les fonds de la Confédération qui étaient alloués à l'agglomération sont venus aussi financer des infrastructures sur territoire français, hein, ce qui était quand même assez novateur à l'époque. Donc c'était cette idée de considérer, et c'était très nouveau aussi en Suisse, de considérer qu'on était dans un périmètre d'agglomération, donc on n'avait pas juste des villes, une commune-ville, mais qu'on avait plusieurs communes qui étaient influencées par l'activité d'une ville-centre, d'une métropole. Et c'est vrai que ça s'est appliqué aussi pour l'agglomération du Grand Genève. Donc, ça a obligé aussi les partenaires français, suisses, enfin français, genevois et vaudois, parce qu'il y a aussi un bout du canton de Vaud dans cette agglomération, à collaborer pour pouvoir aussi déposer des projets qui seraient sujets à financement par la Confédération. Donc, ça a vraiment fait monter d'un cran, en fait, la collaboration en termes d'aménagement du territoire, parce qu'il a fallu s'entendre sur un projet de territoire commun pour pouvoir faire financer des infrastructures qui répondaient à ce projet de territoire. Sur des sujets très concrets, le Léman Express, ça rentre dans ce cadre-là? Exactement. Voilà, d'accord. exactement. Ouais. Le Léman Express, alors il y a aussi des trams transfrontaliers. Hein. On a un tram quand même qui va jusqu'à Annemasse, qui a été financé autour de 40% par la Confédération. Après, il y a d'autres partenaires, évidemment. Il y a aussi la région, il y a la ville d'Annemasse, il y a évidemment le canton de Genève. Mais voilà, donc c'est effectivement ce type de projets-là qui sont financés par les projets d'agglomération. Alors, peut-être qu'on peut revenir 15 secondes là sur Léman Express, parce que c'est une infrastructure qui est pas du tout anecdotique, mais aussi qui connaît un succès important. Donc, c'est l'ouverture récente, hein, je crois que c'est 3 ans. Ouais, c'est 2019, ouais. C'est fin 2019, tout à fait, ouais. Alors oui, c'est un peu une révolution. Ça a été considéré comme une révolution, d'une part parce que c'est quelque chose qui est très ancien. Hein. Je crois que la première convention qui avait été signée avec les CFF, donc les chemins de fer fédéraux suisses, elle date, je crois, du début du siècle, de 1912 ou quelque chose comme ça. Donc on a fait un siècle pour faire un train à Genève, hein, où en fait les deux rives étaient déconnectées en termes de train. On avait une gare aux Eaux Vives qui connectait avec la partie française, puis on a une gare
sur la rive droite à Cornavin qui connectait à la partie suisse, puis après qui descendait sur Lyon, mais les deux n'étaient pas connectés. Donc ça, déjà, le fait qu'on ait réussi à faire une connexion, c'est assez incroyable. Et surtout, c'était un outil de rapprochement des différentes entités du Grand Genève, en fait. Et on constate quand même que ça marche bien. Alors, il y a eu beaucoup d'écueils. Il y a eu le Covid entre-temps en 2020. Donc, quelques mois après, en fait, l'entrée en service du Léman Express, on a eu le Covid 3-4 mois après. On a une série aussi de grèves en France qui ont fait que il y a eu quand même quelques perturbations, mais on voit très bien que il a trouvé son public et puis que il y a déjà des lignes sur ce Léman Express qui sont déjà saturées, notamment dans le Chablais, par exemple. On voit déjà qu'il faudrait augmenter les trains et que voilà. Donc il y a un vrai succès et un vrai report modal aussi qui s'est fait grâce à ce Léman Express, surtout entre Annemasse et Genève, hein, puisque avant on avait que des bus et puis là maintenant on a un tram et un Léman Express et véritablement qui sont un axe structurant très très important. Sans parler après de l'aménagement autour des gares, qui est aussi un bouleversement assez important dans la région, hein, mais côté suisse, mais pas seulement, parce que si vous regardez autour de la gare d'Annemasse, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des projets très importants en termes d'urbanisme qui sont impulsés par l'arrivée en fait de ce train en fin 2019. On y était il y a quelques semaines avec les opérateurs. En effet, passionnant. Et on voit bien que là, l'infrastructure et le succès de cette infrastructure qui montre aussi que penser la mobilité dans le cadre de la planification, ça paraît évident, mais ça peut avoir des effets extrêmement importants derrière sur le destin du territoire. Ça fait partie de ces changements qui font qu'aujourd'hui, on est à une nouvelle étape de réflexion sur le devenir transfrontalier, une projection démographique, on en a parlé, mais aussi pas mal de changements qui font que les réflexions en cours dans lesquelles tu es impliqué sont impulsées par pas mal de ruptures finalement, plus que des changements, des vrais bouleversements aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que, là, aujourd'hui, les réflexions qui sont engagées sont pas simplement une mise à jour, quelque part, des documents, mais bien une nouvelle génération? Oui, alors, on parlait tout à l'heure des projets d'agglomération. On en a eu 4 générations depuis 2007, le dernier ayant été déposé à la Confédération en 2021, si je fais erreur, oui, 2021. Et c'est vrai que la vision un peu qui sous-tendait ces projets-là était une vision des années 2000. Donc effectivement, c'était lié aussi au développement des trams, au développement du train, etc. Et c'était aussi beaucoup porté par l'idée qu'il fallait aussi rééquilibrer l'emploi et le logement et notamment essayer de construire davantage, notamment dans le canton de Genève. Aujourd'hui, c'est vrai que les enjeux ils sont totalement différents, donc il y a une nécessité de revoir en profondeur en fait la vision qui sous-tend la collaboration et notamment les projets d'agglomération, mais aussi tous nos outils d'aménagement et nos documents de planification. Donc c'est des enjeux qu'on connaît tous, hein, c'est des enjeux qu'on appelle de transition écologique, hein, c'est la question de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre en premier lieu, hein, pour d'abord respecter tout simplement les accords de Paris que à la fois la France et la Suisse ont ratifiés, hein, pour essayer de rester dans ce moins de 1,5 degré de réchauffement et pas davantage. C'est aussi l'effondrement de la biodiversité, c'est le dépassement de plusieurs limites planétaires.
planétaires, dont la biodiversité, mais il y en a d'autres sur les perturbations des cycles d'azote, etc. Tout ce genre de choses où on voit qu'on est vraiment en dépassement et puis on se rend bien compte qu'il faut revenir en deçà de ces limites planétaires pour permettre vraiment une vie qui soit perdurée et pas et voilà, donc en fait c'est ces limites planétaires, mais tout en étant aussi suffisamment disons, c'est ce qu'on appelle aussi d'être en deçà des limites planétaires, mais être aussi pas plus bas que ce qu'on appelle le plancher social. Donc, c'est réussir la transition tout en ayant de la justice sociale et spatiale, et puis pas pénaliser les classes les plus défavorisées de la population. Donc, c'est un peu ce double enjeu qu'on a relevé. Donc, forcément, nos planifications en général ne sont pas forcément adaptées à cet enjeu-là de transition écologique et de plancher social, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est de là, en fait, qu'on a démarré une réflexion qu'on a appelée vision territoriale transfrontalière. C'est cette idée de refonder la vision qui nous rassemble, qu'on va construire, qu'on va co-construire ensemble. Quand je dis ensemble, c'est tous les partenaires du Grand Genève, mais c'est aussi largement plein d'associations, c'est le grand public, c'est beaucoup d'autres partenaires professionnels, associatifs, etc. Oui, avec des petits sujets qui sont, on l'a dit, une croissance attendue, alors avec évidemment beaucoup de questionnements et d'aléas, mais quelque part un système urbain et un système métropolitain qui repose sur la très forte attractivité et la production de richesses à Genève. Les emplois sont à Genève, mais aussi le très fort développement urbain, le très fort développement résidentiel sur les territoires autour, notamment en France, mais pas que, qui est aussi une forme d'économie, et chacun a trouvé son... alors peut-être pas son équilibre, c'est peut-être pas le bon terme en l'occurrence, mais en tout cas son modèle de développement au travers de ça, les emplois pour Genève et la construction notamment pour le côté français, ce qui veut dire dépendance massive à la voiture, intensification des mobilités carbonées malgré quelques investissements et quelques alternatives qui se développent, mais étalement urbain aussi, et plutôt du côté français avec tous les impacts. Et là, on est en train de dire zéro carbone, zéro artificialisation. Qu'est-ce que ça remet en cause? Enfin, ça remet en cause les fondamentaux du système, en tout cas tel qu'il s'est développé ces 30 dernières années. Alors, au-delà d'avoir une prospective démographique qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui montre en tout cas très clairement l'ampleur de l'attractivité du territoire, il y a aussi un certain nombre de modélisations qui sont poussées et qui permettent d'avancer un certain nombre des chiffres sur la mobilité automobile individuelle, en partant du principe que on respecte les accords de Paris, donc avec une décarbonation massive de cette mobilité-là. 2, on électrifie l'ensemble du parc. Ça fait quand même une réduction de 80% des kilomètres parcourus, parce qu'il faut en plus encaisser l'augmentation de la population. On est donc sur des changements qui sont pas juste glisser un peu la variable. On est sur des changements de pratique complets, et qui remettent en cause évidemment la capacité d'avoir une diffusion de l'habitat un peu n'importe où, et de façon complètement diffuse. On est donc sur des enjeux qui sont extrêmement importants. C'est pas moi qui les pointe, ils sont vraiment pointés dans la démarche dans laquelle j'ai l'occasion de très ponctuellement assister, si ce n'est participer. Et c'est vraiment passionnant, notamment parce que face à tout ça, il y a une méthodologie qui a été déployée, expérimentale, qui dit pas non plus qu'elle est parfaite, mais qui va, je trouve, loin, et qui présente... qui propose des choses qui peuvent inspirer d'autres dans une réflexion territoriale. On se projette donc à une échelle large, on se projette loin, 2050, parce qu'il faut. Comment vous faites? Alors oui, comment on fait? C'est une bonne question. C'est vrai que comment on fait pour faire émerger cette vision commune? On a privilégié une méthode
qu'on rapproche de ce qu'on appelle en Suisse la planification test, même si on l'adapte un petit peu, c'est-à-dire que on fait travailler des équipes pluridisciplinaires en parallèle. Là, en l'occurrence, sur des territoires différents, c'est pas l'idée d'avoir le meilleur projet, mais c'est d'avoir un enrichissement, des itérations progressives entre ces propositions des équipes. Donc, on a découpé le territoire du Grand Genève en 4 grands périmètres qu'on appelle périmètre d'aménagement coordonné d'agglomération. C'est un terme un peu barbare, mais on le réduit par l'acronyme PACA, donc ça permet d'être un peu plus court. C'est des périmètres sur lesquels on travaille depuis assez longtemps dans les projets d'agglomération, mais qu'on a un peu reconfigurés. Et qui sont tous transfrontaliers, hein. C'est pas, il y en a pas un qui est... tous transfrontaliers. Ouais, exactement. Ils sont tous transfrontaliers et puis ils se rassemblent chaque fois au centre de Genève. Donc c'est un peu des espèces de pétales comme ça qui occupent le territoire. Et dans chacun de ces PACA, donc dans chacun de ces périmètres, on a une équipe pluridisciplinaire, donc d'urbanistes, d'ingénieurs en environnement, de spécialistes du paysage, de spécialistes de la mobilité, de sociologues éventuellement, qui travaillent sur des propositions en nous disant, bah voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'échelle de ce périmètre pour avoir une vision territoriale qui soit quelque part neutre en carbone à l'horizon 2050. Et les propositions progressivement des équipes vont enrichir la réflexion d'ensemble pour après, en s'assemblant et en étant mis en cohérence, vont faire émerger la vision territoriale transfrontalière. Donc ça, c'est le principe général avec quelque chose qui s'étale sur 1 année et demie, 2 ans. Hein, donc c'est quand même assez long. Et puis on a un certain nombre d'études transversales, thématiques, qui nourrissent aussi le processus. Donc on a parlé tout à l'heure de ces projections démographiques. Il y a une étude particulière là-dessus parce qu'il y a la question des projections démographiques, mais il y a la question aussi de ce qu'on appelle les capacités d'accueil. Donc, à quel endroit, jusqu'à maintenant, les planifications ont prévu d'installer la population, les activités, le logement. Donc ça, évidemment, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que ces 300 à 400 000 personnes, il va falloir les mettre quelque part. Et c'est vrai que c'est aussi un des objectifs de la vision territoriale transfrontalière, c'est de dire, mais à quel endroit on va mettre ces habitants? Donc, est-ce que c'est dans tel PACA, plus dans tel PACA, plus dans un autre, etc., compte tenu des richesses naturelles, patrimoniales, compte tenu aussi de la desserte, évidemment, en transport public. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il y a cette étude-là. Il y a une étude sur la mobilité aussi, hein, qui est très importante parce qu'on doit savoir à quel endroit on aura des axes structurants. Donc, on a déjà quelques éléments là-dessus. On sait qu'on aura quelque part un Léman Express bis qu'on est déjà en train de planifier pour que voilà, on ait d'autres axes structurants. Et puis après, on aura toute la reconversion d'axes de circulation, puisqu'on sait qu'on aura, et tu l'as rappelé, moins 80% à peu près de trafic automobile en 2050. Ça veut dire qu'on aura des autoroutes qu'il faudra requalifier, des axes qu'il faudra requalifier, des espaces de stationnement aussi à requalifier. Donc voilà, donc on a cette étude de mobilité. Puis enfin, on a aussi une étude qui s'appelle évaluation environnementale stratégique, qui nous dit si nos propositions et les propositions des équipes, notamment dans les périmètres PACA, mais pas seulement, à la vision en général territoriale, est-ce qu'elle est conforme à nos objectifs donc de neutralité carbone en 2050 et ça, c'est cette étude d'évaluation environnementale qui va nous dire si on est bien dans les clous par rapport à ce qu'on propose. Et puis après, dernière étude un peu transversale, c'est pas vraiment une étude, c'est plutôt une démarche. C'est la question de la participation citoyenne et de la concertation, donc de pouvoir aussi embarquer la population, et c'est pas évident parce que c'est 1 million de personnes quand même à devoir embarquer dans cette nouvelle vision, donc que cette vision aussi, elle soit partagée, appropriée aussi par les habitants, mais aussi par les associations, etc. Non, c'est pas des niveaux de dialogue, et on se redit ça, c'est plusieurs centaines de collectivités qui, d'une façon ou d'une autre, sont le niveau de dialogue institutionnel est déjà à une échelle très complexe, au-delà du transfrontalier, du fait qu'on a des contextes juridiques différents, des modes de planification différents, etc., etc. Cette réflexion, elle a vocation à produire, in fine, alors dans les
prochains mois, hein, produire une vision partagée du devenir du territoire. On va revenir là-dessus. Mais ce n'est pas un document réglementaire en soi. Après, à chacun de décliner dans son SCOT, son PLU, l'équivalent canton de Genève, tu m'excuseras, je ne connais pas le nom des documents. Plan directeur cantonal. Plan directeur cantonal, au moins c'est clair, etc., etc. Donc c'est le début d'une histoire. Hein. C'est le début d'une histoire sur lequel on fait vraiment une forme de coordination importante en s'étant projeté assez loin. En travaillant aussi au micro, hein, les équipes des PACA sont aujourd'hui en train de travailler sur des focus territoriaux, hein, donc quelque part une somme de petits projets de façon à s'informer de la grande échelle, mais aussi de la petite échelle et du travail sur le concret. Tout ça va donner une vision, va se décliner dans des documents à l'échelle de chacune des institutions. Bref, avant qu'il se passe quelque chose, il va s'en passer du temps. Hein. Le temps que ça passe au réel, hein, et que quelque part les choix qui seront faits là dans le cadre de ce travail sur une vision partagée, il va se passer du temps, 5, 7, 10 ans. On est sur ces échelles-là, à tel point qu'émergent d'ores et déjà des urgences. C'est-à-dire que dans la réflexion, dans ce contexte de bouleversement, où on voit bien que l'équation tient pas, et en même temps, on est là pour la faire tenir d'une façon ou d'une autre, respecter les engagements, être au rendez-vous de 2050 et en même temps assumer un rôle pour le territoire. Donc émerge d'ores et déjà dans le cours de la réflexion des urgences, quelque part un besoin collectif de passer à l'action aussi. Je trouve ça extrêmement intéressant et ça parle, je trouve, beaucoup de notre époque. On s'engage sur de la planification et en même temps, on est obligé de parler de l'action. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples finalement de ces points de débat qui ne sont pas nécessairement des points de friction, qui sont des points de réflexion, parfois des controverses qui aujourd'hui te semblent significatifs? Oui. Bon, c'est vrai que comme tu dis, on sait très bien que voilà, on fait une démarche qui s'appelle Vision territoriale transfrontalière. On va aboutir à quelque chose à mi-24, et puis après il y aura la déclinaison dans les documents de planification dont tu parlais, donc les SCOT, les plans directeurs cantonaux, mais aussi le projet d'agglomération 5e génération. Et c'est vrai qu'on s'était dit qu'on ne pouvait pas attendre la concrétisation en 2025, 2026 ou 2027 de ces planifications qui vont avoir un effet sur le territoire et un effet de planification. Donc après, ça veut dire que par ricochet, ça n'a pas forcément un effet direct aussi immédiat, mais qu'il fallait effectivement aller plus vite que ça parce qu'on avait déjà un premier jalon, en tout cas dans le canton de Genève, mais qui est maintenant désormais plus ou moins partagé, qui est le moins 60% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Donc on est en 2023, c'est dans 7 ans. Et pour reprendre l'exemple de la mobilité, on est censé, c'est ce qu'on dit dans le canton de Genève, et c'est un document qui est le plan climat cantonal qui nous dit ça, que en fait, on parlait tout à l'heure des moins 80% de trafic individuel motorisé en 2050. En 2030, on doit déjà être à moins 40% de trafic individuel motorisé. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas attendre la fin de la vision territoriale ou ou l'adoption des documents de planification des différents partenaires pour agir. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de mesures d'urgence. Et dans notre esprit, les mesures d'urgence, c'était un peu différentes choses, mais notamment, c'était le fait que est-ce qu'on doit arrêter ou réorienter des projets en cours? Alors, il y a évidemment l'exemple des projets routiers ou autoroutiers. Où on a beaucoup de débats là-dessus, effectivement. Est-ce que des barreaux routiers, est-ce que des routes de contournement, des autoroutes, est-ce qu'il faut toujours les faire, des élargissements d'autoroutes? Donc, on a aussi un certain nombre de coûts partis, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des projets qu'on ne pourra pas stopper. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner, pour faire en sorte qu'ils soient le moins impactants possible en termes de la transition écologique et qu'ils aillent dans le bon sens? Après, on a aussi des projets très clairement d'urbanisation côté Genevois notamment,
où dans le plan directeur encore en vigueur maintenant, qui a été élaboré au début des années, enfin dans les années 2010, on avait ce qu'on appelle des déclassements, c'est-à-dire on avait de la zone agricole et qu'on disait, ben voilà, dans ces endroits-là, on peut aller urbaniser, donc on va empiéter sur la zone agricole. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de projets qui sont en train de se réaliser, mais on en a d'autres qui sont encore dans les tuyaux et très clairement, la vision territoriale et le travail aussi des équipes dont on parlait tout à l'heure pourra amener à re-questionner ces déclassements et ces urbanisations à cet endroit-là, puisqu'on sait très bien que, évidemment, pour être vertueux pour la transition écologique, pour l'atténuation du bilan carbone, etc., c'est qu'on devra plutôt aller urbaniser dans les endroits qui sont déjà urbanisés et les densifier, augmenter le nombre d'habitants là-dedans, faire du renouvellement urbain, de la régénération urbaine. Voilà. Et puis un dernier élément de mesure d'urgence, c'était un peu plutôt ce qu'on appelle des mesures tests ou de l'urbanisme transitoire, ce genre de choses. Par exemple, pour préfigurer un aménagement un peu plus pérenne, on a des exemples, par exemple, de se dire, bah tiens, est-ce qu'on peut fermer certaines rues, par exemple, dans certaines villes ou dans certains villages, pour préfigurer ce que pourra être un aménagement beaucoup plus pérenne d'ici 20 ou 30 ans. Mais ça permet aussi déjà d'avoir un impact significatif sur les déplacements, sur la décarbonation de la mobilité. Je pense que c'est important hein, de voir le niveau de rupture qui est envisagé pour un territoire sur lequel, alors, notamment dans la périphérie, ou en tout cas la première, deuxième ou troisième couronne, notamment en France, hein, finalement une des bases de l'économie du fonctionnement des territoires, ça a été cet aménagement par de l'étalement urbain, dépendant directement de la voiture. On est en train de dire que ça doit s'arrêter. Hein, notamment parce que économie de sol, mais aussi économie de CO2 et de mobilité automobile. Et à contrario, c'est aussi densifié et transformé à proximité des axes, notamment du rail. Hein, ce qui vient aussi re-questionner des modes de vie et un fonctionnement acquis, notamment du côté suisse, ou plus exactement du côté genevois, hein, sur lequel finalement on s'acclimatise aussi assez bien du fait de ne pas densifier ou de ne pas surdensifier à proximité des axes. Et donc c'est des ruptures importantes hein, sur les pratiques des uns et des autres, que ce soit les institutions ou les habitants, et ça pose manifestement d'ores et déjà ces questions de renoncement. C'est comment réfléchir à la fois à l'intégration de projets autoroutiers, par exemple, tout en réfléchissant en parallèle à qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette autoroute en 2050, parce qu'avec moins de 80% de trafic, et même si on n'est qu'à moins 70 ou moins 60, même si on n'est pas au rendez-vous, de toute façon, on voit bien que ça remet en cause très clairement l'existence même de l'infrastructure. Beaucoup de questions. C'est quoi les prochaines étapes ? Alors les prochaines étapes, c'est un atelier en fait là les équipes travaillent vraiment sur une vision territoriale maintenant, sur des propositions très concrètes par rapport à leur périmètre PACA, et puis travaillent sur les focus territoriaux, comme tu le disais tout à l'heure. On a un atelier en septembre hein, qui va permettre de discuter, de mettre en débat les propositions de ces équipes. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et puis après, on espère que au printemps 2024, qu'on ait une vision territoriale qui soit aboutie en tout cas et co-construite par tous les partenaires. Alors, on ne manquera pas de mettre en lien tous les documents publics, en tout cas au fur et à mesure de leur sortie. Il y a vraiment des démarches assez passionnantes qui sont menées. Et puis c'est aussi assez passionnant, ça l'est même complètement, de voir le débat autour de tels documents. On a aujourd'hui un niveau de discussion, y compris institutionnel, qui va, je trouve, loin. Et donc c'est sans doute à suivre. Le Grand Genève est évidemment exceptionnel à bien des égards, par niveau de croissance, par l'échelon interfrontalier, etc., etc. Et en même temps, ça reste aussi une métropole, quelque part un peu comme les autres, qui est confrontée aux mêmes enjeux que les autres, sans doute intensifiés. Hein. Le niveau de réflexion ici peut en inspirer d'autres. On ne manquera pas de suivre tout ça et de mettre tous les documents en lien. Peut-être
Peut-être Mathieu, as-tu un conseil de lecture ou autre, ou en tout cas à nous partager des choses un peu inspirantes dans tes réflexions en cours sur ces éléments? Oui, alors j'ai peut-être deux ouvrages, du coup j'ai pensé à un autre entre-temps. Le premier peut-être, et après je reviendrai sur le deuxième, mais le premier, c'est les réflexions qu'on aime assez bien dans notre démarche. C'est les réflexions de Vincent Kaufmann, hein, qui est un spécialiste de la mobilité, qui a écrit un livre récemment sur les rythmes de vie. Alors je sais plus exactement le nom de l'ouvrage, mais enfin, On trouvera il l'a ça. écrit à plusieurs auteurs, mais c'est aussi de comprendre la mobilité pas seulement comme quelque chose de très fonctionnel, mais relié vraiment à des modes de vie, à des imaginaires, et notamment cette nécessité que beaucoup d'entre nous expriment de ralentir les modes de vie. Donc c'est vraiment d'être pas plus loin, plus vite, mais justement de ralentir. Et ça va bien aussi avec cette exigence de proximité, de territoire de proximité qu'on développe aussi beaucoup dans notre démarche. Ça, c'est une première chose. Puis après, le deuxième livre que je suis en train de lire maintenant et qui je trouve est assez inspirant parce que nous aussi, dans notre démarche vision territoriale, on a cette idée qu'il faut mieux prendre en compte le vivant et enfin voilà, pas forcément parler de la nature parce que enfin, c'est un peu une dualité humain-nature qui est peut-être pas très féconde en la matière, mais plutôt parler de vivant. Et c'est vrai que je suis en train de lire l'ouvrage de Baptiste Morisot, le philosophe français, voilà, qui nous dit bah voilà comment prendre en compte finalement le vivant, beaucoup mieux le vivant de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et ça pose des vraies questions en termes d'aménagement du territoire et d'un peu d'inversion du regard, de partir peut-être d'abord du vivant et des ressources et après de la construction ou des infrastructures. Merci beaucoup. On ne manquera pas de suivre ces pistes-là. Mathieu Petit, à bientôt, parce qu'on ne manquera pas de suivre aussi la suite de la démarche qui est particulièrement inspirante pour nous tous. Avec plaisir.